Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un outil très utilisé en sciences sociales, c'est l'outil de l'entretien. L'entretien n'est ni une simple discussion, ni un échange d'arguments, ni un interrogatoire, ni une confession. C'est un moment d'échange institué, destiné à obtenir des informations sur un thème précisément défini par l'enquêteur, et c'est ce dernier, l'enquêteur, qui conduit l'entretien. Son but est d'obtenir des informations valables et précises sur chacun des aspects du thème qu'il souhaite aborder. La situation d'entretien déclenche alors inévitablement une série d'interactions entre un enquêteur et un enquêté. Et ces interactions risquent fort de biaiser les résultats, mais un certain nombre de trucs existent. La distance sociale entre les deux protagonistes, qui peut être sensible par exemple par la tenue vestimentaire ou le niveau de langage, peut influer sur le déroulement des échanges. Alors pour garantir une fluidité acceptable de ces échanges, il est donc indispensable de minimiser cette distance sociale. De même, il faut éviter les entretiens réalisés dans le cadre d'une relation de pouvoir, quelle qu'en soit la forme et le degré. Il faut donc éviter les entretiens réalisés par exemple par un directeur auprès de ses salariés, mais aussi par un donneur d'ordre auprès de ses prestataires, par exemple. Bon, on l'a compris, dans le cadre d'un entretien, les biais sont nombreux et ils viennent des deux parties en présence. L'enquêté peut produire une information déformée. Le désir de maintenir l'estime de soi et de faire bonne figure est au fondement de toutes les stratégies de réponse. Ainsi, des stratégies fréquentes consistent à attribuer aux autres des positions que l'on ne s'autorise pas à prendre ou qu'on n'assume pas. Alors on dira par exemple « les gens pensent que », alors qu'en fait tout le monde sait très bien que c'est pas les gens qui pensent, mais bien la personne qui parle. D'autre part, il faut bien garder à l'esprit que dans le cadre d'un entretien, les événements passés ne sont jamais restitués, mais reconstruits. Ils ne parlent pas du passé, ou alors seulement en apparence, et en fait ils délivrent des messages bien actuels. Ils parlent du présent, ils viennent justifier des situations présentes. Du côté de l'enquêteur, le risque est très grand de biaiser l'entretien en introduisant son propre cadre de référence, ses propres manières de penser, ses propres manières de voir les choses. L'enquêteur a évidemment d'emblée un ascendant sur l'enquêté. Il a réfléchi de manière souvent approfondie à la question traitée. Il propose d'emblée un cadre de réflexion qui peut paraître séduisant pour l'enquêté qui, lui, n'a pas préparé ses réponses, n'a pas forcément réfléchi à la question. L'enquêté souhaite alors préserver une bonne image de lui en évitant de paraître pris au dépourvu. Il lui sera donc beaucoup plus simple d'épouser les thèses de l'enquêteur, en tout cas les thèses qu'il pense être celles de l'enquêteur. Les qualités indispensables de l'enquêteur sont donc le contact facile et l'écoute non jugeante, la réceptivité, l'attention, la discrétion et la neutralité. Ces qualités doivent être mises en œuvre avec la même rigueur dans chaque entretien, quel qu'en soit le type. Entretien non directif, entretien semi-directif ou entretien directif. Dans le cadre de l'entretien non directif, l'enquêté organise son discours à partir d'un thème qui lui est proposé. Il choisit ses idées qu'il développe sans cadre et sans limitation. L'enquêteur adopte alors une posture dite de neutralité bienveillante. Il joue un rôle de facilitateur de l'émergence de la parole. Il installe un climat de confiance et il relance son interviewé. Dans ce cas-là, il est important que, dans la mesure du possible, bien sûr, l'enquêteur et l'enquêté ne se connaissent pas. Le lieu doit être en lien avec le thème et non anxiogène. Pour dérouler l'entretien, c'est-à-dire traiter correctement le thème, mais aussi installer et maintenir un climat de confiance, une durée de 1 à 2 heures est souhaitable dans ce cas-là. Il faut installer la confiance et resituer l'entretien dans son contexte. Dire à quoi il est destiné, dans quel cadre il est réalisé, et pourquoi est-ce que l'interviewé a été choisi lui et pas un autre. Il faut ensuite installer un contrat moral, c'est-à-dire un contrat entre l'enquêteur et l'enquêté portant sur le respect de l'anonymat, sur l'absence de jugement, sur la liberté de réponse, sur la durée, sur les modalités de déroulement, sur l'enregistrement aussi éventuellement. L'enquêteur doit s'assurer qu'il a affaire à une personne à l'aise et qui a compris les enjeux et les modalités de l'entretien. Là, il s'agit de la question ouverte de départ qui va définir le thème du discours. Elle doit permettre à l'enquêté de démarrer sans être bloqué, ce qui est le cas quand les questions sont trop larges. Dans ce cas-là, on ne sait pas par quel angle les aborder. La consigne initiale doit donc être préparée en amont. Elle n'est jamais improvisée.
Les relances constituent les seules autres interventions de l'intervieweur. Non-directivité ne veut pas forcément dire non-intervention. La reformulation consiste à redire ce que l'interviewé vient de dire, mais en utilisant d'autres termes, sans déformer pour autant l'esprit de ce qui vient d'être dit, ce qui permettra à l'interviewé de rebondir et de reprendre le fil. Dans le cadre de la technique de l'écho ou du miroir, l'enquêteur répète les derniers mots de la dernière phrase. Ça permet en général à l'enquêteur de repartir. La technique de l'interprétation consiste à reformuler en proposant des pistes de développement. Par exemple, est-ce que vous pensez que ce que vous venez de dire permettrait de dire que... Est-ce que vous pensez que votre idée que vous venez de développer amènerait telle autre idée? Dans le cadre de la technique du reflet, l'enquêteur explicite des attitudes ou des sentiments non dits. Par exemple en disant « Vous semblez soucieux, cette question semble vous tracasser ». Cette technique permet d'accéder au non-dit, à ce qui n'aurait pas été dit si on n'avait pas mis le doigt dessus. La technique très utile du recentrage consiste à revenir à la question de départ et à stopper les digressions inutiles ou redondantes. Le recentrage est parfois nécessaire. Il est aussi utile d'utiliser ce qu'on appelle les marques d'écoute, c'est-à-dire ces marques verbales ou non qui encouragent la parole. Les silences ne doivent pas être évités à tout prix. Parfois, ils peuvent être des temps d'auto-exploration ou des temps de réflexion absolument nécessaires. Si on les laisse s'installer, la parole qui suit est beaucoup plus réfléchie que si on force la parole à tout prix. Quand il arrive à son terme, un entretien doit toujours être conclu. Il doit l'être quand les propos commencent à devenir redondants. L'arrêt de l'enregistrement peut aussi scander cette conclusion. Il peut être intéressant de débriefer l'entretien avec l'enquêté. On peut recueillir son intérêt pour la question, son sentiment sur le déroulement de l'entretien. Dans la mesure du possible, il est intéressant d'enregistrer l'entretien, surtout quand on est seul. On peut matériellement pas suivre la conversation, gérer les relances et prendre des notes en même temps. L'expérience montre que l'outil d'enregistrement, même s'il peut crisper un petit peu au départ, ou en tout cas intimider, est très rapidement oublié. Dans le cadre de ces entretiens, l'enquêteur a préalablement découpé son thème en sous-thèmes ou en thèmes associés, par exemple à l'aide d'un schéma heuristique, et ces sous-thèmes constituent les zones d'exploration qui seront toutes abordées. Il ne s'agit pas à proprement parler d'une série de questions-réponses ouvertes. L'entretien semi-directif est réalisé à partir d'un guide d'entretien qui est une sorte de pense-bête qui répertorie les différents thèmes qui doivent être abordés. Le guide n'est pas un cadre rigide, il répertorie les thèmes dans un ordre logique, mais cet ordre n'est pas forcément imposé. Le seul point important est que tous les interviewés aient abordé tous les thèmes, quel qu'en soit l'ordre et la manière. Comme dans l'entretien non directif, l'entretien semi-directif débute par une prise de contact et une question initiale qui a été soigneusement préparée. On utilise également la technique de l'entretien semi-directif pour les entretiens de groupe. La conduite est un petit peu plus délicate. En plus des règles énoncées plus tôt, il faut aussi garantir la prise de parole par tous les protagonistes sur tous les aspects. Il faut simultanément assurer la régulation des dynamiques de groupe. Le nombre de participants peut difficilement excéder 10. Au-delà de ce nombre, l'expérience montre que les fonctions de régulation du groupe prennent le pas sur la qualité des propos tenus. L'émulation entre les participants est un bon moyen d'explorer tous les points de vue, mais un déséquilibre d'accès à la parole produit ce qu'on appelle des effets de tyrannie sémantique, c'est-à-dire que l'un des participants peut prendre la main parce qu'il parle mieux que les autres, qu'il connaît mieux le sujet, et du coup son propos va être survalorisé par rapport au propos des autres, alors que le propos des autres peut être également tout à fait intéressant dans le cadre de l'entretien. Une fois administré, l'entretien doit faire l'objet d'une transcription. Cette transcription doit être exhaustive et rigoureuse. Il s'agit d'une étape longue, fastidieuse, dont il ne faut absolument pas sous-estimer le temps de réalisation. C'est effectivement très long. L'étape qui suit, c'est celle de l'analyse de contenu. Il existe plusieurs techniques issues de la psychologie, de la sociologie ou de l'anthropologie. Leurs caractéristiques, leurs intérêts et leurs limites sont très variés. Si la question vous intéresse, vous avez dans les liens de la vidéo les documents complémentaires qui vous permettront d'aller plus loin. Voilà, j'espère que ces éléments vous auront été utiles. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour étudier un nouvel outil au service des sciences sociales.